Bonjour à toutes et à tous. C'est le dernier webinaire de ce cycle sur l'industrie circulaire. Le sujet d'aujourd'hui s'appuie sur le chapitre 3 de l'étude, accélérer, et il porte sur les leviers pour opérer un pivot vers l'industrie circulaire et accélérer son passage à l'échelle. Nous accueillons plusieurs intervenants, Emmanuel Ledoux et François-Michel Lambert, respectivement directrice générale et président fondateur de l'INEC. Nous accueillons également Alexis Mas, qui est président du Forum pour l'investissement responsable, le FIR. Nous accueillons Hortense Brunier, directrice développement durable et économie circulaire du GIMELEC, le premier groupement des entreprises de la filière électronumérique française. Et enfin, Xavier Herman, partenaire chez Iota Capital, un fonds d'investissement pour l'industrie du futur. Tout de suite, je laisse la parole à Emmanuel Ledoux, peut-être pour nous présenter du coup les freins et les leviers qui ont été identifiés dans l'étude et finalement comment le pivot vers l'industrie circulaire est apparu comme essentiel et ayant besoin de soutien. Bonjour à tous. Déjà, merci infiniment de nous retrouver pour cette troisième session du webinaire, de webinaire autour de l'industrie circulaire. Donc, pour rappeler un peu le contexte, on s'est lancé dans cette entreprise avec le cabinet de conseil OPO, qui est aujourd'hui représenté par Grégory Recha, il y a un peu plus d'un an. Alors, dans le contexte un peu de début du confinement, où on entendait, il y avait une réflexion qui était très forte, qui était posée sur les questions d'industrie, les questions de relocalisation, la question de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement qui se posait de façon très prégnante au moment du premier confinement, je pense qu'on peut dire encore maintenant. Et donc l'idée a été de lancer ce panorama de l'industrie circulaire d'une part, donc le côté un peu observation, et surtout de regarder comment on était en capacité de soutenir, d'accélérer, de mobiliser pour un vrai pivot de la part des entreprises. Donc pour ce faire, il y a eu des études à la fois qualitatives avec des entretiens mais également quantitatives, et ça nous a permis de faire quelques observations qui ont du sens, je pense, aujourd'hui pour au moment où l'idée c'est vraiment d'accélérer et de mettre en œuvre. Alors déjà, tout en acceptant complètement l'idée qu'il y avait forcément des biais dans les réponses qu'on a pu avoir. Déjà, c'était soit des entreprises qu'on connaissait, donc dès lors qu'on les connaissait, évidemment la question de l'économie circulaire s'était déjà un petit peu posée chez elles, d'une part, ou alors c'est celles qui ont fait le choix de répondre. On n'a pas eu de tentative de velléité d'être sur une logique de représentativité des structures qu'on a interrogées. Sauf à se dire qu'on ne voulait pas se coincer entre guillemets dans une filière ou encore dans un territoire, dans un champ géographique. Donc c'est des entreprises toutes filières et un petit peu partout. Alors ce qu'on a pu voir au travers des entreprises qu'on a pu donc interroger, c'est 85% d'entre elles, des répondantes, ont indiqué qu'elles étaient intéressées par cette dimension de transition vers l'économie circulaire d'une part, mais que même au-delà de ça, elles estimaient nécessaire dans la poursuite de leurs activités. Mais par contre, seulement 36%, encore une fois, de celles qu'on a interrogées, étaient déjà engagées dans un modèle circulaire. Donc voilà, on est quand même sur un sacré décalage qu'on retrouve encore une fois après. Là, c'est des chiffres qui valent ce qu'ils valent dans la mesure où on n'a pas encore une fois de velléité de représentation, de représentativité. Mais pour autant, on voit bien qu'il y a quand même encore une vraie différence sur ce sujet entre l'envie, même au-delà de l'envie, l'identification de la nécessité de la transformation d'un côté et la mise en œuvre effective d'un autre côté. Ce qui est à la fois un petit peu dommage, on se dit qu'on a perdu du temps, mais qui est quand même surtout très encourageant pour la suite. Alors, quand on leur demande pourquoi, elles sont donc identifiées un certain nombre de freins, alors qui sont toujours un peu ceux qu'on retrouve en matière d'économie circulaire, à savoir le frein réglementaire. Parfois, on est quand même sur des mises en œuvre qui sont compliquées, et dès lors qu'il existe un risque juridique sur le réemploi, le statut de déchets, enfin voilà, tous les sujets qu'on peut rencontrer un peu quotidiennement, ça peut être un sacré frein de mise en avant. Des problèmes économiques aussi. En l'état, il y a une dimension de surcoût qui est importante dès lors qu'on transforme le modèle économique.
Et puis aussi, de l'autre côté, finalement, une perception de la part des entreprises, de la part des structures économiques, que la demande, elle n'est pas si mature, elle n'est pas si mûre que ça. C'est-à-dire si, on l'a bien vu d'ailleurs, on le voit encore au travers des discussions sur le projet de loi résilience climat, il y a une appétence citoyenne, il y a une conviction, il y a une volonté de faire bouger les choses, mais pour autant, ça se traduit pas encore toujours dans les actions des consommateurs, que ces consommateurs ils soient des entreprises ou des particuliers. Donc l'ambition à la fois de l'étude et puis des échanges qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de voir comment un peu frein par frein on peut mettre en œuvre les leviers et puis débloquer ces freins pour que ça accélère en profitant d'un climat. Alors déjà le frein juridique, on est dans un climat réglementaire qui est plutôt favorable quand même. On a eu la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. On attend certes pas mal des décrets de mise en œuvre, mais petit à petit, on a quand même un champ réglementaire qui se dessine et qui est de plus en plus clair pour les acteurs, même si tout ça prend forcément un petit peu de temps. La transformation économique, là aussi, on se dit qu'on est quand même dans un moment qui est pas si mauvais pour l'accompagnement. Alors Alexis Mas en parlera plus, mais du côté des investisseurs, cette dimension d'économie de la ressource commence à exister un peu, même si on n'est pas encore au niveau de la prise en compte des enjeux carbone, mais la dimension ressources arrive sur le devant de la scène d'une part, et autre élément de transformation et de soutien à la transformation des filières, la transformation de la commande publique, qui est peut-être le secteur sur lequel nous, en tout cas à l'INEC, on s'attache le plus à travailler. La commande publique en France est autour de 10% du PIB. Et on se dit que dès lors qu'on modifie les marchés, c'est quand même un sacré engagement et puis une sacrée sécurisation aussi des acteurs, parce que l'acteur public, la commande publique, c'est aussi la capacité pour les acteurs économiques de se projeter sur la durée. Et puis enfin, le troisième axe, ces outils de changement de comportement de la part des consommateurs d'une part, aussi de la part des entreprises, parce que alors peut-être aussi ça c'est le biais que j'ai pas évoqué. Nous il y a aussi le biais du répondant, évidemment quand on pose la question sur l'économie circulaire assez spontanément, nous on va nous renvoyer vers le directeur du développement durable. Le directeur du développement durable ou le responsable RSE est pas celui qui est le plus en convaincre en matière d'économie circulaire, mais enfin il se trouve que encore maintenant dans beaucoup de structures, le directeur du développement durable, c'est pas le chef de la direction des achats, de la direction financière, de celui qui suit les approvisionnements, de la DRH, de la stratégie, que sais-je. Donc il y a aussi cette transformation qui doit avoir lieu au sein des entreprises, et pour ça, il faut montrer que derrière, il y a des modèles économiques qui sont des modèles économiques pérennes et une transformation qui, en plus d'être fort utile pour la société, pour l'environnement, s'appuie aussi sur des réalités économiques et au fond peut avoir pour ambition de sécuriser les modèles sur la durée, parce que là encore, on l'a très bien vu avec le premier confinement, et on le voit encore aussi maintenant dans les répercussions de la crise économique, au-delà de la dimension environnementale qui est évidemment majeure, dès lors qu'on veut prendre en compte les ressources, il y a aussi tout bêtement la question de la sécurisation des modèles économiques. Premier confinement, la planète bloquée et certains se sont retrouvés quand même très à risque sur la question de leurs approvisionnements. C'était certes des enjeux qui avaient été évoqués dans la feuille de route économie circulaire pour sécuriser les approvisionnements, mais sincèrement, à ce moment-là, personne ne croyait trop que c'était un vrai sujet. C'est un sujet qui l'est devenu. Et là, on voit aussi le second effet avec l'explosion du prix des matières premières et à quel point ça peut mettre à risque des modèles économiques. Donc voilà, au-delà de la dimension environnementale,
citoyen majeur, hein, il ne s'agit pas de la mettre de côté, de montrer à l'ensemble des acteurs économiques et pas seulement aux responsables RSE, aux directeurs du développement durable, que la prise en compte de la ressource dans la transformation de leur modèle est un élément majeur pour s'inscrire dans la durée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce panorama des leviers qui existent pour la transition. Effectivement, des leviers majeurs résident dans les soutiens économiques et financiers, et plusieurs entreprises de l'étude ont manifesté le besoin d'être soutenues par les investisseurs, faute de quoi une évolution du modèle n'était pas envisageable. Alexis Mas, vous êtes le président du Forum pour l'investissement responsable, dont l'objet est de promouvoir l'ISR, l'investissement social responsable, dans des activités vertes ou éthiques, a fortiori circulaires. Plusieurs moyens d'action sont investis, le plaidoyer pour les lois aux échelles européennes et nationales, des soutiens d'initiatives, la promotion du dialogue entre les parties prenantes. Vous avez récemment publié un rapport, Le CAC 40 est-il responsable? 12 grands thèmes de responsabilité sociale faisaient l'objet de questions adressées aux entreprises du CAC 40. Quels sont les résultats de ce travail? Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, alors le forum, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un lieu de rencontre entre des investisseurs engagés et il y a la place de Paris est plutôt en avance à l'échelle internationale sur la finance responsable et tous les grands acteurs de la finance responsable de la place sont membres du FIR avec la société civile pour traiter des sujets environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance. Et donc, c'est la mission du forum et parmi ces missions, parmi ces modes d'action plutôt, au-delà d'autres choses comme le soutien à la recherche ou du plaidoyer que vous mentionniez, nous pratiquons l'engagement actionnarial, c'est-à-dire un dialogue qui est parfois feutré et parfois public entre les investisseurs et les sociétés dans lesquelles elles investissent. Alors, ce que l'on a fait l'année dernière et qu'on reproduit cette année, c'est de poser en assemblée générale d'actionnaires des questions écrites. Les entreprises sont donc obligées de répondre et leurs réponses sont d'ailleurs publiques et accessibles à tous les actionnaires. C'est donc un élément de dialogue entre les investisseurs et l'entreprise et les entreprises sont d'ailleurs généralement attentives aux réponses qui peuvent être faites. Donc, parmi les questions qu'on a posées, on en a posé 12 l'année dernière sur des sujets nombreux de la RSE, pas tous, et c'est pas possible, mais une sélection de sujets qui nous semblaient mériter un dialogue entre investisseurs et entreprises et émetteurs, comme on dit dans le monde de l'investissement. Le premier bilan que j'en tire, c'est qu'on voit que sur les thèmes de la RSE, les degrés de maturité des entreprises françaises sont très différents. Il y a deux grands thèmes sur lesquels il n'est pas faux de dire que les entreprises françaises ont travaillé. C'est la question du climat et la question de l'égalité femmes-hommes. Est-ce que tout va bien en matière de climat et d'égalité femmes-hommes dans le CAC 40? La réponse est naturellement non. L'urgence climatique, tout le monde la connaît et bien sûr, nous n'avons pas constaté le fait que le CAC 40 à coup sûr serait mobilisé dans les temps pour répondre aux enjeux climatiques, mais la prise de conscience est réelle. Ce qui manque, c'est encore des trajectoires, des cibles, des jalons dans les réponses qui montrent que non seulement la prise de conscience est là, mais aussi les actions seront dans les temps et à la hauteur des enjeux. Sur l'égalité femmes-hommes, c'est la même chose. La loi sur l'index fait que tous les actes RH ont été revus dans les grandes entreprises et honnêtement, un certain nombre de questions d'égalité femmes-hommes ont beaucoup progressé. Est-ce que ça veut dire que ça suffit? La réponse est naturellement non. On sait que la féminisation des COMEX et des conseils d'administration a beaucoup progressé. Ce qu'on aimerait, c'est avoir la démonstration que pour les autres fonctions aussi, l'égalité progresse. Mais sur ces deux thèmes-là, les grandes entreprises ont travaillé. Il y a d'autres thèmes, malheureusement, où de très gros progrès restent à faire où les sujets sont à peine aperçus. Je vais en mentionner quelques-uns, ce qui ne veut pas dire que telle ou telle entreprise n'a pas déjà travaillé le thème, mais en tout cas, les réponses ne nous ont pas semblé à la hauteur des enjeux. On a interrogé les entreprises, par exemple, sur le salaire décent, avec une question autour pour savoir si les entreprises, au-delà de respecter le salaire minimum dans tous les pays où elles sont implantées, ce qu'on attend naturellement, mais enfin la conformité c'est une chose, la responsabilité en est une autre, se sont-elles dotées d'une politique de salaire décent et une définition de ce qu'on peut d'un salaire décent pour tous. De la même façon, sur les questions sur la biodiversité, on voit que
le thème de la biodiversité apparaît dans les rapports de RSE, les rapports intégrés. Il n'est pas encore l'objet de politiques très structurées et très matures. Alors, sur l'économie circulaire, cette année, on va poser une question. Nous ne l'avons pas fait l'année prochaine, et donc on est en train encore de récolter les réponses des entreprises au fil des assemblées générales qui se déroulent. Mais ça fait partie des nouvelles questions de cette année. Je pressens que, comme pour l'eau, comme pour la biodiversité, comme pour le fer descend, nous aurons probablement des réponses encore en construction. Les rapports de RSE commencent à mentionner le problème. On est encore loin de la maturité qu'ont gagné les entreprises françaises sur les questions climatiques, même si de gros progrès restent encore à faire. Merci beaucoup, Alexis. Une deuxième question. Selon vous, quels seraient les leviers pour pousser les investisseurs et les entreprises à mieux intégrer l'approche ESG et a fortiori toutes ces thématiques dont vous parlez, économie circulaire, biodive, eau, salaire décent? Sur la problématique environnementale, la semaine dernière, nous avons évoqué la taxonomie européenne. Est-ce que ça fait partie des leviers justement pour mieux intégrer ces sujets? Quand on débute sur un sujet, une bonne façon de commencer, en tout cas ça fonctionne assez bien, c'est de commencer par des obligations de transparence. Ça permet aux entreprises qui craignent pour le risque de réputation qu'elles commencent à travailler pour avoir quelque chose à dire. Ça ne suffit pas pour emmener tout le monde, mais ça permet que des leaders commencent à émerger, à essayer de bien faire les choses et à montrer par l'exemple qu'il est possible de faire mieux. Et naturellement, ce n'est pas possible du jour au lendemain, c'est un processus d'apprentissage. Donc, les obligations de transparence permettent généralement de commencer. La taxonomie, qui permet de classer ce qui est vert ou ce qui n'est pas du point de vue climatique, mais qui aura aussi une dimension en matière d'économie circulaire, puisqu'une taxonomie en matière d'économie circulaire est en cours de préparation, va naturellement avoir un rôle important, parce que les acteurs vont s'y référer pour construire à la fois leur reporting et donc le classement de leurs propres activités. Le problème d'un investisseur, c'est que si vous regardez sa propre empreinte environnementale, donc est-ce que son bâtiment est vert ou au contraire très émetteur de gaz à effet de serre, est-ce que sa politique de rémunération est à la hauteur des enjeux, vous voyez que finalement les enjeux sont assez restreints au regard de ce qui est le plus important dans son activité, c'est-à-dire son activité indirecte par le biais des entreprises qu'il finance. Et donc, pour qu'un émetteur soit responsable, il a besoin que les entreprises dans lesquelles il investit le soient. Et c'est là où, si on pose des obligations aux investisseurs, ils les répercutent ensuite naturellement sur les entreprises dans lesquelles il investit. C'est là d'ailleurs où il peut exercer sa responsabilité, non seulement en demandant des données, mais aussi en essayant d'agir, de dialoguer, ce qui est le cas de ce que fait le Forum, par exemple, avec ses questions écrites, mais aussi avec des campagnes d'engagement plus thématiques. Et effectivement, c'est aussi un peu comme ça qu'on peut faire progresser les choses. La conviction du point de vue du Forum, c'est qu'il n'y a pas de solution unique et que un peu tout le monde doit jouer son rôle. Il faut que la puissance publique crée le cadre et les obligations qui incitent tout le monde à s'y mettre, mais ça ne suffit pas. Il faut que la société civile s'en empare et alerte quand il y a des dérapages, et elle a son rôle à jouer. Il faut naturellement que les investisseurs jouent aussi tout leur rôle dans le dialogue avec les entreprises. Et un investisseur engagé n'est ni la société civile et n'a pas vocation à faire de l'agite propre. Ce n'est pas non plus l'État. Par contre, son intérêt à lui, son intérêt bien compris, mais aussi son intérêt en termes de responsabilité, c'est d'accompagner des entreprises dans lesquelles il croit vers les meilleures pratiques. Et ça veut dire concrètement qu'il n'a pas intérêt à investir dans des entreprises qui ont de mauvaises pratiques parce qu'il pense que ces mauvaises pratiques vont avoir un impact financier pour ses propres clients. Parce que normativement, il peut d'ailleurs aussi refuser d'investir dans certaines activités, mais qu'en sens inverse, quand il croit à un projet d'entreprise, quand ce projet d'entreprise est crédible, quand il se donne d'une stratégie vérifiable avec des jalons et que ces jalons sont respectés, il a tout intérêt à investir dans ces entreprises, mais aussi à les accompagner pour qu'elles progressent en permanence vers les meilleures pratiques. Et c'est tout le sens de l'activité du Forum. D'accord. Merci beaucoup pour cet aperçu, Alexis. Je vais laisser la parole à Xavier Herman. Vous êtes associé chez Iota Capital, un premier fonds d'investissement pour l'industrie du futur. En tant que partenaire de Iota Capital, gérant pour des comptes de tiers, qu'observez-vous concernant les investissements? Vous dites dans l'étude qu'une transition s'amorce depuis une dizaine d'années chez les investisseurs pour une plus grande
plus grande intégration des critères extra-financiers dans les mandats de gestion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que la crise sanitaire a accéléré ce virage? Oui, bonjour à tous. Je vais aller dans la continuité. Alors Xavier, attention, le son est pas optimal. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ouais. Je vais aller dans la continuité de ce que disait Alexis à l'instant. Effectivement, moi je suis gérant de fonds d'investissement. Je gère de l'argent pour compte de tiers, donc c'est les clients à qui je rends des comptes. Ces clients, ce sont les investisseurs individuels, et on leur propose finalement un produit financier qui doit répondre à leurs attentes. Là. Vous pouvez vous rapprocher du... Oui, voilà. Pour aller vraiment dans le sens de ce que disait Alexis, il y a une demande très forte de la part de ces investisseurs institutionnels pour l'intégration d'indicateurs extra-financiers. Comme le disait Alexis Massien un instant, voilà, le propre bilan ISR ou RSE de ces investisseurs institutionnels est principalement composé des sous-jacents, des investissements qu'ils réalisent eux-mêmes. Donc moi, je fais partie de ces gérants qui proposent des produits d'investissement et on intègre de plus en plus des éléments extra-financiers. On voit une très forte évolution. D'ailleurs, l'évolution qui a été un petit peu molle, qui a été initiée il y a une dizaine d'années et qui connaît actuellement un caractère exponentiel dans les attentes. Et là où il y a encore 10-15 ans, ce qu'on appelle l'ISR, était jugé comme une sorte de contrainte. Qui dit contrainte dit avant tout une charge. C'est en train de devenir un argumentaire commercial, et qui dit argument commercial, argument marketing, de revenus. Et ça change tout parce que je pense qu'on passe d'une logique, on passe dans une logique de cercle vertueux où la création de valeur ou la prise en compte d'indicateurs RSE permettent de créer de la valeur commerciale, et quand on crée de la valeur commerciale, on crée de la valeur économique. On crée de la valeur économique, on crée de la valeur sociale et on crée de la valeur financière. Donc il y a une sorte de cercle vertueux qui s'instaure, et il y a, je pense, même de top-down qui vient effectivement à la base d'une pression de la société civile, du consommateur, et qui est plutôt auquel on peut nourrir de l'optimisme. Merci beaucoup Xavier. Alors le son n'est pas toujours très très clair. Il faut bien prendre garde à parler dans le micro, ou alors peut-être qu'en essayant avec des écouteurs, si vous voulez, on peut peut-être améliorer. J'avais une seconde question à vous poser. Pour vous, le renouveau industriel doit répondre à des objectifs de décarbonation. Pourquoi avoir choisi de définir du coup l'industrie du futur comme une industrie plus verte et non pas uniquement 4.0? Vous nous avez quittés. Je vais passer, je reviendrai à Monsieur Herman juste après. Je vais passer la parole à Pascal Éveillard, qui est directeur développement durable du groupe Saint-Gobain. Justement, une industrie qui met dans sa stratégie des objectifs de développement durable et d'économie circulaire. Bonjour Pascal, pouvez-vous nous en dire plus sur la stratégie de l'entreprise? Voilà, comment vous intégrez l'économie circulaire au cœur de votre stratégie? Déjà, de façon plus globale, tout ce qui est développement durable est vraiment au cœur de la stratégie de Saint-Gobain. On a vraiment redéfini notre raison d'être autour de cette idée de développement durable. La raison d'être de Saint-Gobain étant Making the World a Better Home.
avec derrière deux grands piliers, deux grands drivers pour mettre en œuvre cette raison d'être qui sont la performance de nos produits et tout ce qui a trait au développement durable. Au niveau de notre feuille de route RSE, parmi les 6 priorités, l'économie circulaire est vraiment inscrite comme non seulement une priorité, mais également un axe majeur de développement pour le groupe, avec des objectifs définis à la fois à l'horizon 2025, mais également à l'horizon 2030, dans le cadre de notre feuille de route vers un objectif 2050 d'entreprise zéro carbone. D'accord. Selon l'étude, pour revenir un peu sur le sujet des freins et des leviers, les freins propres aux grandes entreprises comme Saint-Gobain concernent la rigidité des organisations, la complexité des chaînes logistiques et le manque de mesures incitatives, réglementaires notamment et financières. Quels sont les leviers que vous avez déployés? Est-ce que Saint-Gobain a conduit des projets qui permettent de faire face à ce type de blocage? Alors déjà, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que pour l'économie circulaire et en tout cas changer de modèle ou aller vers un modèle plus circulaire, ça implique 3 choses. Ça implique qu'on travaille sur nos produits et nos solutions, c'est qu'on les redéfinisse pour les rendre plus circulaires. Ça implique qu'on retravaille notre chaîne d'approvisionnement et nos activités industrielles pour leur permettre également d'aller vers plus de circularité. Et le troisième aspect, c'est de développer tout un écosystème, parce que nous, on peut toujours décréter qu'on va être plus circulaire. Si on ne s'inscrit pas dans un système plus large avec l'ensemble des parties prenantes des secteurs sur lesquels on intervient, nos ambitions seront vaines. Donc, construire un écosystème autour de nous et favoriser le développement d'un écosystème qui permettra d'être plus circulaire est extrêmement important. Par rapport à ces 3 gros objectifs, je dirais on se rend compte que la diversité des marchés fait qu'un tel sujet ne peut pas être géré complètement depuis le central avec un modèle unique qui s'appliquerait à la fois à tous nos métiers et à tous nos marchés. Donc Saint-Gobain a fait le pari depuis 2 ans, suite à une réorganisation importante, d'avoir un modèle beaucoup plus décentralisé, où les business et les pays ont une marge de manœuvre et de décision beaucoup plus forte. Et il s'avère que ce modèle organisationnel est beaucoup mieux adapté à la réalité de l'économie circulaire. Parce que les contextes réglementaires sont différents, les demandes des clients sont différents, la nature des produits que l'on offre est différente, et les écosystèmes à mettre en place vont être également très différents. Donc, ça justifie de penser l'économie circulaire vraiment au niveau local pour apporter les meilleures réponses. Même si on a un certain nombre de réponses qui vont dépendre de nos travaux de R&D, donc qui vont permettre de faciliter la mise en œuvre de stratégies locales, mais ces stratégies doivent vraiment être inscrites dans des business models les plus locaux possibles. Donc ça, c'est la première chose. Sur l'aspect réglementaire, il est vrai que quand on veut passer sur un modèle plus circulaire, qui dit modèle alternatif, dit, en tout cas dans un premier temps, un effort supplémentaire, des coûts potentiellement supplémentaires. Donc là, le gros enjeu auquel on se trouve confronté, c'est de faire en sorte que ces alternatives qu'on va proposer puissent apparaître compétitives aux yeux du marché. Donc, ça va être déjà de se battre contre la mise en décharge, qui est malheureusement dans beaucoup de pays, pour la fin de vie des produits, une option extrêmement économique. Donc, si on veut développer des alternatives, que ce soit de la réutilisation ou du recyclage, il va falloir que le contexte réglementaire ou incitatif favorise le passage de la mise en décharge vers les alternatives. C'est également permettre que toutes les ressources alternatives aux ressources non renouvelables, que ce soit des ressources recyclées ou des ressources biosourcées, soient facilement accessibles et accessibles à des coûts compétitifs par rapport à la ressource vierge. C'est vrai qu'aujourd'hui,
on a des tensions sur les ressources secondaires, les contenus recyclés, qui font que dans un certain nombre de cas, la matière recyclée devient plus chère que la matière vierge, ce qui est paradoxal et potentiellement désincitatif. Donc là, il est important que les politiques publiques aident à maintenir la compétitivité de ces ressources secondaires. Et puis, enfin, par rapport à comment dire, à l'aspect des chaînes, de la complexité de l'écosystème à mettre en place, on croit beaucoup au partenariat avec des entreprises vraiment de proximité. Donc, quand on veut mettre en place un écosystème, l'écosystème dont je parlais, en particulier sur des secteurs très diffus comme le secteur du bâtiment, il faut vraiment qu'on aille travailler au plus près des clients et donc mettre en place des partenariats avec tout un tissu d'acteurs locaux, régionaux, sur lesquels on peut s'appuyer et sur lesquels on va également faire le pari de la transition vers un modèle plus circulaire. Donc, ça veut dire investir dans la formation des acteurs, investir dans leur montée en capacité pour être capable de supporter à la fois nos demandes pour des déchetteries, des matières secondaires plus adaptées à nos besoins, mais également pour que ces acteurs deviennent, pour d'autres industriels, également des partenaires de confiance. Merci beaucoup pour cet aperçu de toutes les actions que vous mettez en place pour justement faire face au blocage, que ce soit la rigidité des organisations, la complexité des chaînes logistiques, le manque de mesures réglementaires incitatives. On y reviendra un petit peu après avec Hortense Brunier, mais là, je vais repasser la parole à Xavier, avec qui on a eu des petits problèmes de son. Je vous posais la question suivante. Le renouveau industriel doit répondre à des objectifs de décarbonation selon Iota Capital. Et pourquoi avoir choisi de définir l'industrie du futur comme une industrie plus verte et non pas uniquement 4.0 ? On a effectivement autour d'une conviction forte. Vous pouvez nécessaire dans le pays de un renouveau industriel et de favoriser, de dynamiser l'emploi industriel en région. On a donc créé un fonds d'investissement lié à cet objectif de dynamisation industrielle autour de différentes thématiques, notamment la robotisation, la digitalisation, mais également la décarbonation. Un objectif extra-financier dans lequel on a une réduction des émissions carbonées, développer une méthodologie propre avec un partenaire et on compte finalement les tonnes de carbone comme on compte les euros et on informe bien entendu nos investisseurs institutionnels. L'objectif c'est d'opérer entre le moment où on investit et le moment où on sort, d'opérer une réduction significative des émissions de carbone et de le reporter à nos investisseurs. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser et nos invités les reprendront. Donc, on l'a vu, il y a des soutiens financiers, il y a également des soutiens réglementaires et des soutiens en termes de changement de comportement. Je vais passer la parole à Hortense Brunier, qui est directrice développement durable du GIMELEC, le groupement des entreprises de la filière électronumérique française, qui représente environ 200 entreprises. Déjà, peut-être, Hortense, vous souhaitez nous présenter rapidement le GIMELEC et ses actions en faveur d'un pivot vers l'industrie circulaire. Oui, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc le GIMELEC, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France. Nos membres sont des petites et des grandes entreprises qui conçoivent et déploient les technologies électriques et numériques pour le pilotage optimisé et sécurisé des énergies, des infrastructures, de l'industrie, des bâtiments et l'électromobilité. Donc on a des
des technologies qui sont indispensables pour la neutralité carbone 2050. Et par exemple, nous œuvrons pour des bâtiments intelligents et performants en efficacité énergétique. Ce sont des solutions de gestion active des énergies qui permettent de réaliser, par exemple, dans les bâtiments, jusqu'à 60% d'énergie. On a également des équipements qui permettent des boucles locales d'énergie grâce à l'autoconsommation et des réseaux électriques intelligents locaux. D'autres équipements qui permettent une industrie plus sobre, productive et connectée, et notamment la digitalisation des usines, la maintenance prédictive des éléments de la chaîne de production, donc tous ces éléments qui permettent de limiter les déchets et également d'atteindre certaines économies d'énergie annuelles. On a également des équipements qui permettent de décarboner les infrastructures du numérique. Et les modèles d'affaires circulaires qui sont développés par nos industriels sur les biens professionnels sont indispensables donc à la transition énergétique et se déclinent de la manière suivante. En fait, tout au long du cycle de vie, l'équipement et les matières qu'il compose sont utilisés de manière optimale en fonction de leur usure. On a plusieurs boucles qui peuvent être décrites à chacun des stades successifs de la vie de l'équipement. En amont avec la maintenance avancée pour allonger la durée de vie des produits. Ensuite, la réparation, le remanufacturing qui permettent d'extraire des composants en état de fonctionner pour les réintégrer dans le cycle productif. Et puis, en étape ultime, le recyclage. Nos solutions permettent également aux clients utilisateurs de réduire les consommations de ressources dans l'industrie, les bâtiments, les data centers, et de pérenniser leurs achats et d'anticiper les réglementations sur l'économie circulaire. Et donc, la loi française relative à l'économie circulaire est précurseur en Europe. Effectivement, la France est le premier pays européen à disposer d'un cadre réglementaire sur le sujet. Et alors, on constate bien sûr des mesures qui sont ambitieuses et transformatrices qu'on salue, notamment par exemple avec le renforcement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la création d'objectifs de réparation, de réutilisation et de réemploi, au-delà des objectifs de collecte et de recyclage, ce qui est très bien, et également la création de nouvelles filières REP, comme par exemple la REP bâtiment ou sur les emballages professionnels. Je pense aussi à l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires ou encore, et ça aussi on le salue, c'est l'obligation pour les services de l'État d'intégrer des achats issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées. On a aussi le projet de loi climat qui vient renforcer notamment ce dernier point avec le fait de verdir la commande publique. Et on salue effectivement ce dernier levier réglementaire concernant la commande publique, puisque pour nous, c'est un des leviers qui est à la portée directe de l'État et qui permet en fait de favoriser les pratiques exemplaires en matière d'achat de services, de biens durables, de l'industrie française. Et donc, effectivement, les autorités publiques doivent avoir un rôle modèle en matière d'achat public. Et on est par exemple favorable à un examen systématique du coût total de possession, tant sur le plan financier qu'en termes de CO2 ou de ressources naturelles. Donc ça, c'est un levier qu'on souhaite encore pousser. Et on sait que les offres de produits plus durables, plus économes dans la durée, plus réparables au moindre coût in fine, peuvent dans certains cas avoir un coût d'achat initial supérieur, mais au final être moins cher. Donc on souhaite qu'il y ait un prisme de lecture amélioré pour mieux évaluer l'achat pur et simple d'objets et d'équipements dans la commande publique. D'accord. Cependant, parmi les évolutions de la réglementation, il y a peu de mesures finalement qui adressent directement l'industrie en tant que telle. Et on pense que notre système social et fiscal devrait soutenir un développement davantage basé sur le capital humain
et les compétences et la connaissance qui sont vraiment cruciaux pour la compétitivité de l'industrie et qu'on devrait trouver des mécanismes pour abaisser le point mort de ces modèles d'affaires circulaires et par exemple alléger le coût du travail, notamment au travers de charges sociales allégées. Et enfin, on regrette un petit peu le fait que les dispositions de la loi économie circulaire ne sont pas forcément assorties de mesures de suivi qui assurent à la fois la visibilité et la bonne application sur le long terme. Et voilà, de nouveaux contournements sont toujours possibles et on pense qu'il est vraiment nécessaire d'assurer des contrôles pour pérenniser les démarches vertueuses et éviter les comportements de passagers clandestins. D'accord. Merci Hortense. Au-delà du réglementaire, quels pourraient être les autres leviers? On a parlé du coup des leviers financiers, on a évoqué avec Saint-Gobain la formation des acteurs. Voilà, côté Jimelec, quels seraient les autres leviers autres que purement réglementaires? Alors, on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, la finance joue un rôle important dans l'accélération de cette transition. Donc, en investissant dans les entreprises et les projets qui appliquent l'économie circulaire à leur modèle d'affaires. Et donc, au niveau français et européen, on a déjà connu la nécessité du Green Deal et la Sustainable Taxonomy qui émerge a pour but de faciliter la lecture des contributions positives à la transition écologique. Donc, on voit bien que les investisseurs attendent de plus en plus une transparence complète sur l'impact environnemental de leur portefeuille pour investir dans des solutions durables et réduire les risques. Parce qu'en effet, les entreprises qui s'engagent dans ce type de modèle d'affaires sont davantage susceptibles de réussir sur le long terme. Et donc, le focus des marchés vers des business circulaires vient challenger le paysage compétitif et entraîne des innovations. Et donc, les entreprises qui sont efficaces en termes de ressources et d'énergie, finalement, sont plus résilientes et réduisent leurs expositions aux risques futurs, notamment la chaîne d'affaires. Donc, voilà, on pense qu'il est vraiment temps d'aller de l'avant avec une divulgation transparente de la performance ressource des produits et des services, avec par exemple des indicateurs de performance circulaire. Et au Jimelec, on souhaite avancer de manière collaborative afin que les entreprises puissent divulguer l'impact ressources de leurs offres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Hortense pour ce large aperçu des leviers qui existent. On va passer du coup à la conclusion. D'abord côté INEC, et je vais passer la parole à François-Michel Lambert. Depuis 8 ans, vous êtes président de l'INEC et vous défendez du coup ce sujet au niveau institutionnel à travers votre mandat de député. Pourquoi l'industrie de demain doit-elle devenir circulaire et pour vous, comment activer tous les leviers que l'on a évoqués ce matin avec les différents intervenants? Bonjour à toutes et tous. D'abord, me confirmer que je suis bien en ligne parce que j'ai eu des difficultés. Très bien. Merci. Et merci surtout à toute l'équipe derrière la directrice générale Emmanuelle Ledoux et notamment ce matin avec Amélie et Naomi qui sont aux manettes et qui nous permettent d'avancer sur ce sujet. Un sujet qui est effectivement a pris plein essor en 2013 lors du lancement de l'Institut national de l'économie circulaire avec la confiance des entreprises. Il faut d'abord rappeler que les entreprises nous ont donné leur confiance dès le début, puis sont des collectivités, des ONG, des écoles supérieures ont rejoint, ont renforcé cette confiance. Et puis après, le champ politique a enclenché puisque les premiers travaux sur l'économie circulaire datent de septembre 2013 et se sont renforcés jusque, je dirais, ne s'arrête plus. Un point majeur a été cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, mais dans la loi climat et résilience, on parle beaucoup d'économie circulaire. Jeudi dernier encore, à l'Assemblée nationale, nous avions une loi numérique et impact environnemental, la question du modèle de développement, notamment en termes de numérique, d'allongement de durée de vie, de lutte contre l'obsolescence programmée, de reconditionnement était au cœur des débats sur toute cette journée. Donc on voit bien que au départ, ce sont les acteurs économiques et notamment les industries qui sont présentes et elles le sont encore plus. Et c'est bien le sens de ce travail
autour de l'industrie et de l'économie circulaire, comment faire pivoter l'industrie vers l'économie circulaire. On avait abordé au début largement les problématiques de gestion des déchets, d'efficacité énergétique, et on voit, comme je viens de le dire, qu'on est beaucoup plus loin. Je me permettrai de reprendre les débats dans la loi numérique et impacts environnementaux de ce jeudi, hein, c'était à peine la semaine dernière. Il y avait donc ce volet classique, comment on gère les déchets, comment on fait en sorte qu'on ait des produits qui durent plus longtemps, comment on les reconditionne, mais il y avait aussi comment on intensifie l'usage, comment le numérique, non plus vu comme devant être traité sous la forme de déchets ou de matières premières, mais comment le numérique vient aider à intensifier l'usage des ressources, à être plus efficient, plus efficace. Et c'est maintenant l'angle dans ce que nous devons prendre, et c'est tout le sens du travail que a porté OPO et l'INEC dans ce rapport, et avec toutes les entreprises qui se sont mobilisées. Nous devons travailler sur toute la chaîne de valeur qui doit pivoter vers une économie circulaire. Hein. L'industrie du futur, elle sera 4.0, mais elle sera 4.0 au service d'un enjeu majeur qui est les limites planétaires et donc les limites en termes de ressources disponibles. Et donc pour cela, il y a un enjeu conjoint des entreprises, des industries en 4.0, mais qui intègre aussi le renforcement du modèle, plus de robustesse pour tenir face aux chocs conjoncturels que l'on a pu voir et que l'on continue à subir. Ça a été rappelé notamment par Saint-Gobain tout à l'heure, hein, les grandes difficultés sur l'approvisionnement aujourd'hui, et aussi pour valoriser les richesses qui sont présentes dans nos territoires, toutes les ressources intrinsèques ou celles qui sont liées à une histoire du territoire. Député des Bouches-du-Rhône, qui est le département le plus industriel de France, nous avons le port de Marseille, nous avons beaucoup de ressources historiques, hein, qu'on pourrait dire être des déchets, mais qui, pour moi, doivent être vues comme des ressources. Hein. L'histoire industrielle, elle nous a permis de transformer notre territoire, mais ces ressources, elles ne sont pas encore pleinement prises en compte. Donc, c'est l'un des enjeux, c'est les savoir-faire. Chaque territoire a ses particularités. Un territoire comme les Bouches-du-Rhône est un territoire quand même à culture très industrielle. On en trouve d'autres, notamment, je pense, à la Seine-Maritime, évidemment. Mais on a aussi des territoires qui sont tournés sur d'autres modèles et d'autres expertises en termes de savoir-faire. Et ces savoir-faire doivent être mieux perçus, mieux intégrés et remis en lien tout à la fois avec les ressources de ces territoires et renforcés par cette montée en puissance du traitement des informations que nous apporte la révolution numérique. Donc on voit bien que on sort de la seule notion de gérer des déchets et on va vers une notion de nouveaux modèles économiques plus ancrés, plus résilients et beaucoup plus coopératifs. Alors l'objectif de ce travail d'étude, qui est aussi un plaidoyer, hein, vous l'avez bien compris, c'est enclencher ce pivot de l'industrie vers l'économie circulaire et faciliter le passage à l'échelle de tous les acteurs. Alors, on a constaté que 85% des entreprises auditionnées, vous l'avez dans le rapport, considèrent l'économie circulaire comme une opportunité. Donc, je le dis, je suis un petit off là, mais étant sur le sujet depuis 8 ans, je n'aurais jamais imaginé que ce soit à ce niveau-là. Et donc, tant mieux. Je pense qu'on doit maintenant passer effectivement à l'étape suivante. Ce n'est plus la question de sensibiliser, c'est la question de comment nous le transformons. Et donc c'est pour ça que les pure players, ceux qui ont une expertise en la matière ou ceux qui sont les précurseurs, eh bien il faut les soutenir et les renforcer. Et d'un autre côté, nous devons trouver des modèles pour accompagner les entreprises qui étaient dans un modèle linéaire, très fondé sur une consommation à forte rotation, à lever les différents freins pour pivoter vers cette économie circulaire d'intensification de l'usage des ressources. Hein. C'est vraiment l'idée, hein, à volume équivalent de ressources, comment créer plus de richesses, plus de biens communs. Voilà tout le sens. Alors, il nous faut des soutiens économiques, financiers. On a la commande publique, hein, un formidable levier. L'une des plus belles réussites de nos débats en climat et résilience, c'est la commande publique. Hein. Je tiens à saluer
la qualité des débats et la puissance de ce qui est porté dans un texte qui, d'ailleurs, est en lecture au Sénat aujourd'hui et probablement en juillet à l'Assemblée nationale. La commande publique a vraiment pris une autre dimension dans ce texte, qui n'est quand même pas encore promulgué puisqu'il est encore en débat, mais continuons, appuyons là-dessus. Les réglementations, alors peut-être qu'il y a à critiquer des choses à renforcer, mais c'est bien un des enjeux sur lesquels nous devons nous appuyer. La fiscalité. Alors, la fiscalité, c'est une très grande difficulté. Je ne reviendrai pas sur la rémunération copie privée sur les smartphones et tablettes reconditionnées qui a été rétablie dans les débats jeudi dernier sur le numérique et impact environnemental. Je ne suis pas certain que ce soit extrêmement positif, pas si positif que ça pour le monde de la culture et vraiment pas positif pour le monde du reconditionné, mais continuons à travailler sur ces questions de fiscalité. Et il y a évidemment toute la partie changement de comportement, changement de compétences sur lesquelles on commence à voir les choses se mettre en place, tout à la fois sous la puissance des acteurs publics et sur celle des acteurs privés et évidemment du champ de la formation. Je pense notamment que ce soit en scolarité premier niveau ou que ce soit en études supérieures. Tous ces champs doivent évoluer et un point clé, c'est l'économie circulaire doit se territorialiser dans des filières qui définissent le territoire dans lequel elle s'appuie. Alors le territoire peut être un continent, hein, suivant le produit, suivant la ressource, suivant l'enjeu, ou être, je dirais presque un quartier, suivant d'autres produits, d'autres enjeux, d'autres offres, d'autres réponses à des usages. C'est une perspective sur laquelle nous allons travailler dans le cadre de la loi 4D. Alors, on a toujours des acronymes, hein, on sait bien faire des acronymes. 4D, c'est la loi de décentralisation, décomplexification, déconcentration de l'État et différenciation des territoires, d'où les 4D. C'est la loi qui devrait permettre de donner plus d'autonomie au territoire. Il faut que l'économie circulaire s'en empare et soit justement un vecteur. Je rajouterai une dimension qui m'est très chère, issue du Centre de recherche en transport et logistique. L'économie circulaire est une économie de flux. L'économie linéaire pourrait être une économie de stock. L'économie circulaire, c'est une économie de flux dans laquelle on doit chercher, je l'ai dit, intensifier l'usage des matières premières, mais aussi savoir les partager en usage, les partager dans une chaîne de valeur et surtout ne jamais les perdre. Donc, c'est bien une organisation de flux et la science qui pilote les flux, ça s'appelle la logistique. Donc, nous avons aussi un autre champ à ouvrir qui sera l'industrie, l'économie circulaire et la logistique comme levier. Je finirai par remercier toutes les entreprises qui ont participé, évidemment tous les membres de l'Institut national de l'économie circulaire qui nous permettent d'arriver à des productions de très haut niveau et qui sont remarquées et remarquables au niveau international, et je pense notamment au niveau européen. Je remercie toute mon équipe, les partenaires. C'est une étude qui est pionnière, on pourrait le dire en France. Elle est pionnière, je pense, en Europe. Et elle sera une référence internationale. Satisfaisons-nous déjà du travail accompli. Félicitations à vous toutes et vous tous. Mais allons aussi plus loin. Appuyons-nous sur ce travail. Merci encore. Merci beaucoup François-Michel pour ces mots. Avant de répondre aux questions, je laisse aussi un mot à Grégory Richa, co-auteur de l'étude, afin de conclure pour OPO. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Amélie. Au nom de toute l'équipe d'OPO, je tenais aussi à remercier déjà tous les intervenants des 3 webinaires. Donc là, on clôture le dernier, ça passe vite. On remercie aussi tous les contributeurs à l'étude pivotée vers l'industrie circulaire. Donc, François-Michel et voilà, tout en a parlé très longuement. Et merci aussi aux équipes de l'INEC. Effectivement, je boucle la boucle avec l'introduction d'Emmanuel. On a lancé le projet en mars dernier de faire cette étude-là parce qu'on voyait un gros manque d'approches, de méthodes, d'exemples qui permettent de donner les clés aux entreprises, aux institutionnels, aux régions, de comprendre l'enjeu de pourquoi il faut pivoter vite et fort
et de comment y aller, donc quel levier. Donc on est très heureux d'arriver un an après à faire ces webinaires-là et puis avoir cette étude-là. Donc merci à l'INEC, merci à toutes les équipes d'OPO. Alors peut-être pour conclure, moi, si on prend le point de vue industriel, effectivement, on voit tous les freins qu'il y a. Nous, ce qu'on apprend au PO, parce qu'on accompagne des transformations chez les industriels, de la start-up, PME jusqu'au grand groupe, c'est qu'il faut transformer la façon dont on transforme l'industrie aujourd'hui. On a beaucoup insisté sur le 4.0 et des usines propres depuis 10 ans, et ça, c'était indispensable pour retrouver une vitalité dans les territoires et de retrouver de l'industrie dans les territoires. On l'a vu avec les Gilets jaunes, c'était il n'y a pas si longtemps. Voilà, on fait encore les frais de la désindustrialisation. Et donc, ces 10 dernières années ont vraiment redonné de la couleur à l'industrie en France, et ça, c'est super. Maintenant, il faut vraiment amorcer une deuxième phase de transformation de l'industrie qui aborde toute la chaîne de valeur, comme on l'a vu sur l'ensemble des webinaires, des appros au business model, en passant à la vision des entreprises, au engagement des équipes et à de nouveaux types de cœurs d'usine qui intègrent la circularité ainsi que la décarbonation en plus du 4.0. Et c'est ça qui fera vraiment l'industrie du futur par rapport aux enjeux des 10 prochaines années. Et si d'un point de vue pour les industriels qui nous écoutent, ou les régions qui nous écoutent et qui vont mettre les mains dans le cambouis dès ce soir, ou qui continuent à les mettre d'ailleurs depuis un bon moment, il y a peut-être 3 points qui peuvent aider à amorcer. Enfin, comment on démarre un sujet aussi gros avec autant de complexité. Nous, on aime. Enfin, voilà, je pense qu'il y a 3 points. En gros, on prend un peu le motto des startups, mais il y a des startups qui marchent bien, donc ça marche aussi pour l'industrie. C'est voir grand, commencer petit et aller vite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le cas présent? Voir grand, on a vu dans l'étude que plus que les normes environnementales, les entreprises qui réussissent sont celles qui ont vraiment changé d'ADN en mettant la circularité au cœur de leur stratégie opérationnelle et business. On le voit avec Saint-Gobain, tous les acteurs qui sont venus ici. On ne parle pas de recyclage des déchets, on parle de nouveaux business models, changement de façon de faire, changement de pratique d'approvisionnement. On a parlé d'agroforesterie avec le cacao. On parle de redesign des produits. Donc c'est vraiment un changement d'ADN qui va intégrer la stratégie, les processus, les produits, etc. Donc c'est ça, voir grand. Et plus on voit grand, et plus on a de l'impact. On voit dans les sous-titres des missions d'entreprise, Michelin, c'est réinventer la mobilité, Saint-Gobain, c'est réinventer l'habitat. Enfin, et du coup, plus on a une vision qui est grande, et plus ça libère l'innovation, et plus on se donne la capacité à transformer son entreprise. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et c'est ce qui permet de bouger un peu, de bouger les équipes, quoi, parce qu'on n'est pas dans l'optimisation, on est vraiment dans un pivot. Et ça doit s'adosser. Alors il y a eu plusieurs questions là-dessus. Il y a une difficulté, c'est de comment mettre les bons indicateurs sur cette circularité, qui vont permettre déjà de cadrer les projets en interne, mais aussi par un acte de transparence, montrer qu'on ne fait pas du greenwashing et qu'on ne peut pas être bon tout de suite, mais qu'on a des indicateurs, on a une progressivité et qu'on a un engagement qu'on veut tenir. Donc voir grand, c'est ça, c'est vision et des indicateurs qui donnent cette direction-là. Commencer petit, on l'a vu, c'est en fait, c'est bien d'avoir une vision, mais dans l'industrie, on aime bien être pragmatique, sinon on n'y arrive pas, et ça marche aussi. Les visionnaires qui arrivent sont des visionnaires qui sont pragmatiques. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut commencer petit et commencer avec des premiers sujets. Donc, commencer sur des problèmes. Et ça dépendra des enjeux, des opportunités, mais ça peut commencer par les appros, par retravailler le cœur d'usine parce qu'on met du remanufacturing en place avec des nouveaux business models. Ça peut être de nouveaux business models qu'on va tester avec des clients. Voilà, en fonction des risques et des enjeux, c'est de trouver les premiers sujets dans lesquels on va rentrer tout de suite dans une phase d'exploration assez agile où on va co-construire avec des clients, co-construire avec des partenaires au niveau d'industrialisation, etc., les nouveaux modèles. Et donc ça, c'est commencer petit avec une feuille de route qui peut, selon les entreprises, on peut être à 2-3 ans pour des startups, on peut être à 10 ou 20 ans pour des groupes. Donc, Saint-Gobain, on parlait de 10 ans. Michelin, il y a parfois des visions jusqu'à 2030 ou 2050 parce que les champs de transformation sont très grands. Mais donc, il y a une feuille de route globale, mais qui se décline en feuilles de route qui sont, OK, on fait ça pendant 10 ans, mais on fait quoi dans les prochains mois? Parce qu'on peut faire des choses petit à petit, tous les 3 mois, de se dire qu'est-ce qu'on a fait, et c'est comme ça qu'on amorce une transformation de ce type-là. Et le dernier, c'est aller vite. Et là, il y a un vrai sujet d'agilité des organisations, parce que ça a été dit tout le temps, mais il y a des nouveaux savoir-faire, des nouvelles technologies, il y a des silos dans les organisations, il y a des freins au changement. Donc, comment on rend son organisation agile pour aller vite dans l'exploration et la mise en place des nouveaux modèles au niveau local, parce que ça se passe à un niveau local. On ne peut pas mettre un nouveau produit qu'on va sourcer globalement et vendre partout dans le monde. Ça ne marche pas
dans l'industrie circulaire. C'est ce qui donne les avantages compétitifs par rapport aux clients, d'être local. C'est ce qui donne la résilience par rapport aux approvisionnements. Mais du coup, il n'y a pas une solution unique pour un produit partout dans le monde, comme schématiquement dans l'industrie linéaire, même avec la personnalisation. Donc, il y a besoin de multilocaliser les modèles. Et donc, forcément, on est sur du local et en parallèle d'avoir une gouvernance globale qui acte assez vite les passages à l'échelle en termes d'investissement, d'aide en termes de compétences, qui aide à monter les écosystèmes avec les investisseurs, avec les partenaires, voilà, comme on a pu le dire. Donc, il y a vraiment cette double mécanique avancer vite localement pour poker, voilà, faire essayer, et en même temps avoir une gouvernance globale qui dit ok, ça marche, on passe à l'échelle. Et quand on dit on passe à l'échelle, c'est que voilà, on en fait un business model et on réfléchit à comment on le déplique dans d'autres endroits. Et ça passe aussi par des indicateurs qu'on décline à des mailles plus fines et plus locales. Chez Saint-Gobain, par exemple, les indicateurs sont déclinés par business unit parce qu'on n'a pas les mêmes produits par business unit, n'ont pas les mêmes enjeux et pas la même façon de mesurer. Donc voilà, voir grand, commencer petit, aller vite. Les leviers existent, c'est ce que montre l'étude. On a vu les avantages stratégiques que peuvent apporter les leviers de circularité, à la fois en termes de modèle économique, d'innovation, de résilience, mais on les a aussi, ces leviers, l'avantage des leviers pour la société, parce qu'on est sur la circularité, ça pèse 50% du poids des leviers de décarbonation, en plus que l'énergie. Donc d'un point environnemental, c'est un impact énorme, et sociétal également, parce que ça permet de créer de l'emploi local. Donc on a aussi des enjeux et des avantages qui sortent du cœur vraiment de l'entreprise et qui participent de la mission de l'entreprise dans son territoire. Et c'est des leviers qui réengagent les équipes parce que quand on a ses convictions autour du climat, qu'on est ingénieur, commercial, qu'on est devant sa machine, parce qu'on est technicien ou technicienne, et ben quand on a un projet comme ça d'entreprise qui voit grand et qui s'y met réellement et qui met les mains dans le cambouis, ben c'est super motivant d'aller bosser. C'est ce qu'on a ressenti de toutes les entreprises qu'on a croisées dans l'étude. Donc, il est possible, quelle que soit la taille de l'entreprise, d'amorcer un pivot, et ça peut se faire en 3 ou 6 mois, d'amorcer, donc de se mettre en mouvement, avec un chemin qui peut durer 3, 5 ans, 10, 20 ans, ça dépendra de l'ampleur de l'entreprise, mais le potentiel de transformation, il est super intéressant, il est large, et du coup, c'est une vraie opportunité à prendre, et nous, notre conscience, c'est qu'il faut s'y mettre dès maintenant, parce que quand on est dans l'industrie, on est sur du physique, on n'est pas dans du digital, où en quelques mois ou un an, on peut créer une licorne, parce que on est sur du code. Là, on est sur du hardware, quoi. Il y a des produits physiques, etc. Il y a des usines, il y a des savoir-faire à construire. Donc, du coup, les échelles de transformation, elles peuvent être de 3, 5 ou 10 ans, selon qu'on a beaucoup ou pas de machines dans nos processus. Donc, si on veut être prêt dans 10 ans, il faut s'y mettre maintenant. Et donc, on espère que les webinaires, ces 3 webinaires vous auront inspiré et encouragé à soit accélérer et pousser plus fort ou vous y mettre si vous n'avez pas commencé. Alors, peut-être juste avant les questions, parce que c'est l'industrie circulaire, ça commence. Peut-être Amélie, je pense qu'il y avait une page après, si on peut la passer. Ouais. On a. Ça, c'était moi, Grégory. Ça, c'est moi, voilà. Non, c'était pas moi, c'est celle-là. Donc, on a deux prochains événements en lien avec les sujets qu'on porte ici, qui sont à ne pas manquer. Le premier, c'est le 30 juin à Lyon, en physique. Donc ça changera. Je pense qu'on aura moins de problèmes de micro et de pixelisation. Donc ça s'appelle Industrie et économie circulaire. C'est fait avec pas mal de partenaires, la Société d'encouragement, le ministère de l'Industrie, la ruche industrielle Grand Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc à Lyon. Donc c'est une demi-journée autour de ces sujets-là, dont notamment une table ronde sur le pivot vers l'industrie circulaire, une autre sur si on remet de l'industrie proche des villes, quid de la pollution, donc poser ce débat-là. Et puis les nouveaux modes collaboratifs avec la ruche industrielle qui propose d'autres formes d'innovation autour de la circularité notamment. Donc ça, c'est un événement le 30 juin et un autre qui aura lieu en septembre. Donc on vous donnera la date, qu'on refait un autre webinaire en partenariat INEC et OPO. Et cette fois, on va faire intervenir des acteurs des territoires, donc avec le thème un peu territoire et nouveaux modèles circulaires. Comment des régions, des métropoles, des biorégions ou autres peuvent s'approprier cette industrie circulaire et comment structurer des stratégies pour devenir demain, quand on dit demain, c'est vraiment l'année prochaine ou dans les 3 prochaines années, des fers de lance ou des pionniers aussi, être la première région circulaire de France ou comment intégrer ça dans des vraies stratégies régionales très fortes. Ce qui est souvent présent, mais en filigrane des stratégies de développement économique des régions.
voilà, on va structurer un webinaire au moins autour de ça en septembre. Je pense que du coup, c'est l'heure de passer aux questions. J'en avais noté 2, parce que je suis chargé des questions, mais Amélie, si tu peux prendre le relais. Il y avait une première qui était de Aurélien Bruel autour de quels sont les outils d'aide à la décision permettant d'évaluer le niveau de maturité des entreprises en termes d'économie circulaire pour aider les investisseurs à orienter leur futur financement. Peut-être Pascal, je ne sais pas, comme vous, côté industriel, est-ce que vous avez comment vous connectez un petit peu les décisions que vous prenez avec vos investisseurs avec quel type d'outils ou quel type d'approche pour convaincre vos investisseurs? C'est déjà leur expliquer ce que l'on fait et ce que l'on poursuit en termes d'objectifs. Je pense que déjà, ça a été dit par un autre intervenant. Ce qui est déjà important, c'est de disposer d'indicateurs, de les communiquer et de montrer l'ensemble des actions que l'on réalise. Donc pour nous, je dirais, à ce stade, c'est le principal point. Contrairement au CO2 sur lequel on est extrêmement questionné et challengé, je dirais que sur l'économie circulaire, c'est pas encore vraiment le cas. Les investisseurs aujourd'hui nous posent plein de questions. On a eu récemment notre assemblée générale, on a beaucoup de questions sur le sujet du carbone, sur l'économie circulaire, il y en a encore beaucoup moins. Donc je pense qu'il y a aussi un vrai sujet du côté des investisseurs pour également faire monter le sujet en puissance, ne pas le considérer uniquement sous l'angle qu'est-ce que vous faites sur la partie déchets ou sur la partie contenu recyclé, l'élargir vraiment à l'approche modèle d'organisation, business model. Voilà, donc on n'a pas, voilà, je pense qu'on n'est pas aujourd'hui challengé sur l'économie circulaire comme on peut l'être sur d'autres sujets. Et probablement que ce serait un facteur d'accélération aussi. On l'a vu, je pense que ça a été extrêmement vertueux sur le carbone pour accélérer la formalisation d'objectifs et d'actions concrètes au niveau des groupes, que la communauté financière nous challenge sur ces aspects. Sur l'économie circulaire, on attend la même chose. C'est vrai que la taxonomie européenne va probablement également être un facteur d'accélération. Ça va aider en tout cas à faire émerger un certain nombre de sujets qui n'étaient pas forcément encore complètement identifiés. Donc, mais je dirais que le meilleur reste à venir, en tout cas par rapport à la communauté financière sur le sujet. Ok, merci. Une question peut-être pour l'INEC. Si je peux me permettre, oui, Grégory, pardon. Oui. Merci, Grégory, merci encore au PO. Je complète la question, parce que ça m'intéresse beaucoup, de savoir si l'angle de la difficulté, de la résilience, des questions d'approvisionnement peut aussi être un levier, parce que vous venez juste de nous comparer, les investisseurs regardent pas encore l'économie circulaire comme on regarde la question carbone, mais peut-être est-ce qu'ils commencent à regarder l'économie circulaire comme plutôt des opportunités, des enjeux de plus de résistance, de résilience à des effets conjoncturels. Donc je complète la question précédente. Ça s'adresse à moi aussi, j'imagine. Clairement, aussi, Pascal, pardon, j'ai coupé le micro, oui, Pascal. Clairement, l'aspect résilience, l'aspect sécurisation de nos approvisionnements en matières premières, en particulier pour un groupe comme Saint-Gobain qui est très dépendant des ressources minérales, est absolument clé. Donc, c'est vrai que, en tout cas, les premières questions qui sont posées se font sous l'angle de l'analyse de risque et du risque approvisionnement. Et pour nous, c'est un facteur extrêmement important. Et un de nos objectifs à 2030, c'est d'augmenter de 30% l'évitement de ressources non renouvelables utilisées pour la fabrication de nos produits. Donc, on est vraiment dans cette logique-là de réduire notre dépendance par rapport à des ressources non renouvelables pour aller vers
une diversification de nos approvisionnements, hein, donc élargissement vers le biosourcé et vers les matières premières secondaires ou les coproduits d'autres industries, avec en effet un aspect important de résilience. L'autre aspect qui est important pour nous, et on voit bien tout ce qui est carrière pour extraire des ressources naturelles devient de plus en plus un challenge. Il y a une vraie sensibilisation aussi des populations locales à la préservation des espaces naturels et la biodiversité. Donc pour nous, clairement, si on veut conserver ce qu'on appelle la fameuse license to operate, il est important non seulement d'avoir une gestion responsable des ressources et de l'extraction de ces ressources, mais également de chercher des alternatives à l'extraction de ressources naturelles. Ok, merci. Peut-être on peut prendre une ou deux questions max, on a jusqu'à 10h15. Il y aura une question autour de comment territorialiser l'économie circulaire à l'échelle micro-urbaine. Donc, avoir de circulaire à l'échelle des villes. Je sais pas si, Emmanuel, tu voulais essayer de répondre? Non, alors il y a des réflexions là-dessus qui sont infiniment intéressantes. Alors déjà, c'est un peu le sujet du webinaire qu'on envisage de faire également en septembre. C'est aussi le sujet de la table ronde que tu évoquais, Grégory, sur l'industrie en ville, super, mais écoute de la pollution. Plus largement, et c'est peut-être là aussi où il faut regarder comment on transforme peut-être même la façon dont on aborde les sujets. Il y a la question au fond du fabriqué en ville. C'est vrai que quand on parle d'industrie, l'image d'Épinal que ça nous évoque à tous, c'est voilà, c'est la fabrique quoi, enfin avec les cheminées, etc. Alors qu'au fond, un brasseur en ville, c'est aussi de l'industrie, c'est de la production. Donc voilà, il y a ce sujet, il y a sans doute un sujet à la fois d'identification de l'existant. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et d'être en capacité un peu d'avoir une vraie vision de ce maillage d'une part, et de regarder au niveau des collectivités, des territoires, comment c'est des sujets qui peuvent être accompagnés, parce que dès lors qu'on parle urbain, on parle foncier, en France on parle foncier cher, donc voilà, c'est forcément des mécanismes qui doivent être accompagnés par la collectivité. Alors, merci. Et l'intégration des externalités dans le coût, enfin voilà, pour vraiment une vraie vision. Notion de micro-usine pour quel loyer en ville, voilà. Ça coûte cher, les pieds d'immeubles à Paris ou ailleurs. Une dernière question, alors peut-être à Xavier et Hortense, autour de l'innovation. Alors, je reformule un petit peu, mais d'Olivier Billard, faut-il attendre que les innovations aient un important degré de maturité avant d'investir, ou doit-on laisser mourir par manque de moyens des solutions nouvelles? Voilà, donc il y a une notion autour de la start-up industrielle. Peut-être Hortense, côté Jimelec, cette notion d'innovation sur des nouveaux modèles, enfin, comment vous la voyez, aller vite ou pas aller vite, ou quel frein vous pouvez voir, et Xavier, en tant qu'investisseur, j'imagine que vous êtes sur le court terme, si je caricature, mais à quel point le court terme permet l'innovation entre l'investissement ou pas? Donc peut-être vous deux, et puis après on conclura. Hortense, peut-être d'abord. Je ne sais pas si Hortense est toujours avec nous. Elle avait un impératif. Ah, d'accord. Ouais. Alors Xavier, peut-être sur cette notion d'innovation, en tant qu'investisseur, comment vous gérez investir dans des startups industrielles ou des PME qui veulent innover avec de l'investissement dans le dur, avec des logiques d'investissement parfois à court terme? Alors je ne dis pas que c'est Iota Capital, mais en général, on rencontre beaucoup ça dans les investisseurs classiques. Oui, j'espère. Je suis désolé, j'ai pas de problème de micro. Ouais, il faut rapprochez-vous, ça marche bien, ouais, voilà. Ouais, j'ai vraiment un problème de micro, je suis vraiment confus. Oui, il y a un sujet effectivement sur le financement du CID. Ah là là, ça va être dur. Ouais, bon. Ah mais si on vous entend, mais allez-y. Ouais, il y a un problème sur le financement du CID actuellement. Il y a une pénurie de financement sur le actuellement en France. Alors, aujourd'hui, le CID est plutôt fait
fait par ce qu'on appelle les business angels, c'est-à-dire en fait des personnes, des individus riches qui investissent et qui assurent les premiers tours. Et ensuite, les tours suivants, série A, série B, sont souvent effectivement un relais qui est auprès des investisseurs. Et les premiers tours sont souvent faits par des friends and family ou des business angels. Ok, alors, je crois que je peux essayer de reformuler, Xavier, je pense avoir entendu, mais effectivement sur les seeds, sur les startups industrielles, il y a donc sur les premiers levées de fonds, il y a un accès aux levées de fonds qui est plus difficile pour des startups industrielles par rapport à de la tech. Pour en avoir parlé avec Xavier et puis d'autres investisseurs aussi, il y a plus de facilité à investir par exemple dans la tech parce qu'il y a moins de risques en termes ça coûte moins cher en termes d'investissement et potentiellement c'est plus exponentiel comme croissance, alors que sur les startups industrielles, on va peut-être créer plus d'emplois, être plus local, avoir plus d'impact sur notamment quand on est une startup circulaire, enfin nativement circulaire. Et effectivement, les accès sont plus difficiles et il y a des enjeux là-dessus. Il y a notamment Lyon Métropole et Saint-Étienne Métropole qui ont créé un fonds de lancement des startups industrielles de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais c'est des choses qu'il faudra développer dans le futur. Amélie, je crois que c'est le temps de conclure. Oui, merci à tous d'avoir participé. Vous avez en lien sur l'écran, dans le chat aussi, des renvois vers l'étude si besoin. Merci beaucoup. Le replay sera disponible très rapidement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous au PO INEC. On se fera un plaisir de vous répondre et de se revoir sûrement en septembre, webinaire ou présentiel si c'est possible. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à OPO, merci à l'équipe de l'INEC. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.